Bonjour les docteurs. Bonjour les docteurs. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de la schizophrénie. Cette maladie est une perte de contact avec la réalité, une rupture par rapport à la normale du raisonnement, de la pensée, des perceptions sensorielles, de l'humeur et même des mouvements. La maladie apparaît typiquement chez les jeunes adultes et dure toute la vie. La schizophrénie affecte environ 1% de la population, soit 80 000 personnes au Québec. Parlons maintenant de l'histoire de la schizophrénie. Donc, c'est Bénédicte Morel qui a été le premier à avoir parlé d'une démence précoce à l'adolescence. Par contre, c'est Émile Crotin qui l'a défini. De plus, ce monsieur stipule que la démence précoce évolue avec le temps. Aussi, Eugène Buehler est le premier à avoir introduit les termes de schizophrénie. Saviez-vous que schizo signifie divisé et phrénie signifie l'esprit? Donc, la schizophrénie, c'est une division de l'esprit, la pensée, les émotions et les comportements chez certains individus. Intéressant. Parlons maintenant des symptômes de la schizophrénie. Donc, ils se divisent en deux, soit les symptômes positifs qui apportent de nouveaux comportements et les symptômes négatifs qui est une absence de comportement. Donc, les symptômes positifs, il y a les délires, les hallucinations, les pensées confuses et l'agitation. Tandis que dans les symptômes négatifs, on a de l'indifférence affective, du retrait social, un manque de spontanéité, de l'allogie, qui est une pauvreté du langage, et de l'abolition, qui est une absence de motivation. Maintenant, plus au niveau du cerveau. Il y a deux hypothèses qui peuvent expliquer la schizophrénie. Il y a la base neurochimique et la base neuroanatomique. La base neurochimique est expliquée par la dopamine, qui est un neurotransmetteur présent dans le cerveau au niveau du système mésocortico-limbique, qui a un impact important au niveau de la schizophrénie. Il est important de spécifier que les neurotransmetteurs, c'est des molécules qui agissent comme des traversées chimiques qui permettent à l'influx nerveux de passer d'un neurone à l'autre. En effet, certains types d'antipsychotiques, communément appelés les neuroleptiques, ont un effet antagoniste, soit qu'ils bloquent les récepteurs de la dopamine, entraînant ainsi une diminution des symptômes positifs que ma collègue parlait tout à l'heure de la schizophrénie. Alors que la vitamine, un agoniste qui augmente l'activité des récepteurs de la dopamine, augmente par l'effet même les symptômes positifs de la maladie. C'est pourquoi la dopamine a un effet sur la schizophrénie. Donc, lorsqu'on diminue ou qu'on augmente les concentrations de dopamine dans le cerveau, en raison de l'activation ou l'inactivation des récepteurs de cette même molécule, cela influence directement la schizophrénie. Donc, dans le fond, la schizophrénie serait une hyperactivité constante du système dopaminergique. L'autre hypothèse, c'est l'hypothèse glutamatergique, qui stipule qu'il y aurait une diminution de l'activation dans le cortex préfrontal, comme on montre, est-ce que vous pouvez nous montrer? Donc, le cortex préfrontal qu'on peut retrouver dans cette région-ci du cerveau. Et cette diminution-là peut être en lien avec la diminution du nombre de neurones glutamatergiques dans cette région. Effectivement, le cortex préfrontal est associé au contrôle des émotions. Donc, si l'on diminue son activité, il y aura par l'effet même une diminution du contrôle des émotions. Cette hypothèse est d'autant plus supportée par le fait que tous les composés qui bloquent les récepteurs du glutamate produisent des symptômes de schizophrénie. Donc, les anomalies neurochimiques n'expliquent pas tout dans la maladie. C'est pourquoi il y a d'autres théories qui parlent de problèmes plus au niveau neuroanatomique, donc des problèmes anatomiques dans le cerveau. Tout d'abord, on sait que les patients schizophrènes ont des ventricules plus gros, ce qui fait en sorte que les régions dans le système limbique peuvent être plus petites. Puis le système limbique il est impliqué dans les émotions, donc ça pourrait faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de schizophrénie ont des difficultés émotionnelles. Il pourrait aussi y avoir un dysfonctionnement au niveau du tissu dans le cortex spinal. En effet, il y a un trouble dans la migration des cellules lorsque l'enfant est en développement dans le ventre de la mère, ce qui occasionne un trouble neurodéveloppemental associé à la schizophrénie. Vous avez un appel? Oh. On va le mettre sur le haut-parleur. Bonjour. Bonjour, vous avez une question pour nous? Bonjour, oui. Mon père Joe est atteint de schizophrénie et je voulais savoir si je suis à risque d'être atteint de cette maladie moi aussi.
Dans le fond, est-ce que vous êtes un jumeau identique? Oui, je suis jumeau identique. Donc, comme on peut vous expliquer, il y a des facteurs génétiques qui influencent le développement de la schizophrénie. Et vous avez donc 48% de risque de la développer. Mais par contre, il faut que vous sachiez qu'il y a des risques autres que la génétique. Donc, il peut y avoir des risques d'ordre environnemental ou psychosociaux. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Oui, par exemple, les complications durant la grossesse ainsi qu'à la naissance peuvent augmenter les risques de contracter la maladie de schizophrénie. Aussi, il y a l'effet de l'intranévère qui est un facteur de risque de contracter cette maladie. Madame, je vois la tête, oui, oui. Oh, quel beau bébé. En effet, en hiver, le fœtus est plus exposé au virus de l'influenza, ce qui peut expliquer les facteurs de risque augmentés. Aussi, comme facteur psychosocial, les enfants immigrants sont plus à risque de développer la schizophrénie. Intéressant. Il y a aussi comme facteur psychosocial l'urbanisation, donc de vivre en ville est un facteur de risque pour augmenter la schizophrénie. Et en plus, on a les risques de facteurs génétiques. On a 20 à 30% plus de chances de développer la schizophrénie. Il y a d'autres facteurs psychosociaux, comme la consommation de cannabis, qui apporte 2 fois plus de risque de développer la maladie s'il y a déjà une vulnérabilité psychologique. Et des événements stressants de la vie, comme par exemple le décès du père durant la gestation dans la grossesse, qui peut causer un stress amenant la schizophrénie du bébé. Pour ce qui est des traitements, qu'est-ce qu'il y a? Donc, cette maladie complexe qui affecte le patient et perturbe sa famille nécessite les efforts d'une équipe multidisciplinaire afin d'offrir des modalités thérapeutiques à plusieurs niveaux. Donc, il y a par exemple la médication, qui est les antipsychotiques, par exemple le Seroquel ou le Zyprexa, qui ont la propriété d'atténuer les symptômes aigus, tels que les hallucinations, le délire, les comportements bizarres ou le langage incohérent. Il y a aussi un traitement qui peut se faire par un programme de réadaptation. Et après la pause, nous allons recevoir 2 invités spéciales, des ergothérapeutes qui vont venir nous parler de ce qu'ils font avec les schizophrènes. Restez là. Donc, bonjour, Madame Céline Tremblay et Élise Pouliot, 2 ergothérapeutes. Bonjour, docteur. On voudrait savoir quels sont vos buts en ergothérapie lorsque vous faites des interventions avec des clients qui sont atteints de la schizophrénie. Oui, nous, nos buts en ergothérapie, c'est permettre à la personne atteinte de pouvoir développer de nouvelles habiletés. Ensuite, d'essayer de pouvoir donner des moyens d'agir à la personne, tout en tenant compte du déficit de la personne et de sa capacité, bien sûr. Aussi, on doit redonner à la personne la dignité et le pouvoir d'agir parce que ce sont les personnes des fois qui se sentent inspirées dans certaines situations. Puis finalement, notre but c'est de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de ces personnes. Et quelles approches utilisez-vous dans vos interventions en ergothérapie? Étant donné qu'on veut principalement augmenter leurs habiletés sociales, on fait beaucoup de thérapie. Principalement, il y a les thérapies de sport, surtout parce que les médicaments augmentent leur poids, donc c'est très important pour eux de faire du sport. Ensuite, il y a les thérapies en cuisine qui permettent de faire augmenter leurs habiletés sociales en apprenant quelque chose d'utile. Et il y a aussi la thérapie par l'art qui est parfois utilisée. Sinon, il y a les thérapies cognitivo-comportementales qui permettent de vaincre principalement l'anxiété et la thérapie motivationnelle qui amène la personne à croire en elle-même. Intéressant. Bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui. C'est ce qui conclut l'émission Les Docteurs. Alors, on se voit à la semaine prochaine. Merci. Do